Bonjour Stéphanie Rist. Bonjour. Et bonjour Charles-Éric Leménian. Bonjour. Alors cette agora est effectivement spéciale entre deux tours législatives, première circonscription, et donc avec nous dans ce studio Stéphanie Rist, candidate République En Marche dans la première circonscription, et Charles-Éric Leménian, candidat pour les Républicains. On va tout d'abord faire un petit portrait de nos invités. Avec plaisir. Alors pour Stéphanie Rist, tu fallait couper le générique. J'entendais encore dans le casque. Ça, c'est pas dans les... Dans la présentation. Alors, âgé de 43 ans, vous êtes rhumatologue, chef de pôle au CHR d'Orléans. Vous avez rejoint le mouvement En Marche il y a tout juste un an. Mère de 3 enfants, vous êtes diplômé de l'ex-faculté de médecine Necker et titulaire d'un master à Sciences Po. Après avoir commencé dans les Hauts-de-Seine à l'hôpital Louis Mourier, vous arrivez à Orléans dans les années 2000, où vous gravissez les échelons d'année en année pour atteindre le poste de chef de pôle. Candidate de la société civile, c'est la première fois que vous vous présentez à une élection. Eh bien, vous en avez pris puisque vous avez devancé de 26 points Charles-Éric Leménian au premier tour avec 44,67% des voix. Charles-Éric Leménian, vous êtes âgé de 65 ans. Vous êtes le président Les Républicains d'Orléans Métropole et professeur associé à l'Université d'Orléans, élu depuis 2001 à Orléans. Vous siégez au sein du conseil municipal et présidez donc l'Agglo, aujourd'hui Métropole. Vous démissionnerez d'ailleurs jeudi prochain, c'est dans votre siège de président comme convenu à Olivier Carré, l'actuel maire d'Orléans. Et avec donc vos 26 points de retard sur Stéphanie Rist, vous êtes en ballotage défavorable. Et à noter que la députation vous a échappé également, mais de peu en 2012. C'était alors dans la 6e circonscription face à la PS Valérie Corre, elle aussi battue dimanche et au premier tour. Christian Bidot, première question. Oui, Stéphanie Rist d'abord, par galanterie. On s'attendait à ce que vous fassiez un bon score, mais vous montez à 44,67% et c'est le meilleur score des candidats d'En Marche, de la République En Marche, sur le Loiret. Finalement, vous n'êtes pas connu du tout, à part le fait que vous êtes médecin rhumatologue. Vous surfez sur la vague Macron et en fait, vous bénéficiez quand même d'un électorat, et on va dire, bobo dans les quartiers populaires. Il y a eu énormément d'abstention, je pense à la source. En fait, vous êtes la candidate Macron. Oui, alors je suis heureuse de ce résultat, fière, et c'est le fruit d'une campagne de terrain à la rencontre des électeurs, et je peux être que déçue du chiffre d'abstention, puisque plus d'une personne sur 2 ne s'est pas rendue aux urnes, et tout le travail de cette semaine sur le terrain a consisté et consiste à aller expliquer et continuer de convaincre pour que les gens aillent se rendre aux urnes. Effectivement, Charles-Éric Leménian, vous ne faites pas un très bon score, il faut en être conscient. Comment l'expliquez-vous justement par cette abstention aussi? Par l'abstention d'une part, la non-mobilisation de notre camp, et puis deuxièmement par l'effet de tsunami Macron. N'importe quel candidat Macron avait une prime énorme, et c'est comme ça, il faut admettre cette vague qui a été importante. Et moi, ce que je voudrais justement, ce qui est important, c'est que cette vague, elle n'amène pas un parti unique à l'Assemblée nationale, et c'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation pour que justement une bataille a été perdue au premier tour, mais la guerre n'est pas perdue. Mais cette majorité présidentielle, elle est nécessaire pour entraîner l'efficacité. Notre société a besoin d'efficacité, mais pas l'unanimité, et elle est vraiment nécessaire. Ce qui m'inquiète, c'est que si jamais on a un parti unique à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de contrôle du Parlement, et le débat se fera dans la rue. Mais le PS ou l'UMP ont pu avoir leur majorité en leur temps, mais en dessous de 400 sièges. Jamais à ce effectivement. Charles-Éric Leménian, on peut revenir à vous. Sophie parlait tout à l'heure de 2012. Vous n'avez pas de chance parce qu'en 2012, vous avez été battu en raison de la candidature de M. Montillaud. Et là, vous subissez une vague de M. Macron. Honnêtement, c'est pas le sujet. Si, c'est quand même le sujet. Non, écoutez, moi, je m'étais préparé pour assumer le rôle de parlementaire parce que je pense qu'il faut s'y préparer. Ça ne tombe pas du ciel. On reviendra, je pense, sur le rôle du député. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes quelqu'un de compétent, chacun en convient. En général, on le dit, on me dit que je suis aussi ouvert, mais voilà. Vous êtes président de... Le suffrage universel est parfois cruel et parfois injuste. Alors ça veut dire que des jeunes candidats, finalement, renvoient à la maison des candidats
candidats sérieux comme vous. Oui, pour je en dis pas mettre qu'ils sont d'autres pas qui sérieux, sont alors, tout aussi madame. Je dis pas sérieux qu'ils sont et pas sérieux. compétents, même s'il y Compétents, a je ne moins dirais pas ça. d'expérience politique. Alors que vous disiez que je ne suis pas compétente, je trouve ça un peu limite. Je suis compétente dans sur ces mon domaines, attention. professionnel. Oui. Oui, certes, Bien je suis sûr. d'accord avec vous, je ne suis pas compétente en politique politicienne et j'espère que je ne le deviendrai pas. Oui, mais vous allez être formé. Je veux dire, je parle du Sur plan le technique. travail- Il y sur avait le un papier dans travail, le Monde d'hier bien qui sûr. expliquait bien ça. Bien sûr. Après tout, des Sur gens le de la travail société parlementaire, civile, bien il y en a sûr eu que d'autres je à vais me l'Assemblée qui ont former. été formés au fur et à mesure. On C'est pas est très tous compliqué. société civile. Hein, on est Il tous s'agit société d'une civile. logique dans un parcours. On a été sélectionné pour être candidat parmi beaucoup. Et c'est un engagement que j'avais depuis longtemps. Et c'est une logique dans mon parcours qui entraîne un certain nombre de compétences et une compétence notamment pour être député. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Stéphanie Rist, de vous engager en politique? Alors, je suis engagée depuis tout le temps pour l'amélioration de l'accès aux soins, l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients. Je n'ai pas un engagement qui date d'il y a un mois. J'ai été engagée avec le mouvement En Marche depuis le début, c'est-à-dire il y a un an, en raison de l'efficacité qui peut sortir de la nouvelle méthode proposée par le président. Le fait de passer au-delà des clivages politiques, qui est une des raisons pour lesquelles l'abstention est aussi élevée, à mon sens. Donc voilà, de passer au-delà des clivages, de rassembler les gens autour d'un projet pour avancer. Même question. Attendez, c'est très simple. J'ai prouvé à la métropole d'Orléans qu'on savait passer en dessus des clivages, puisque droite et gauche confondues, nous avons élaboré un projet commun. Donc là, c'est pas une méthode spécifique. Aujourd'hui, c'est vrai, les Français nous ont dit, arrêtez de vous chipoter de bloc à bloc, et à l'évidence, il faut qu'on travaille autour d'une table. Il y a des points sur lesquels je serai d'accord avec tout gouvernement quel qu'il soit, et de points sur lesquels j'ai mes valeurs, et je ne lâcherai pas mes valeurs pour un plat de lentilles. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de devenir député? J'étais élu de terrain. Et j'ai fait beaucoup de terrain, ça fait pas 2 mois que je fais du terrain, ça fait très longtemps, et j'essaie de rendre service à mes concitoyens. Je crois que chacun reconnaît que j'ai eu un investissement énorme au service de mes concitoyens, et pas vraiment intéressé à ce point de vue-là. Et donc là-dessus, ce que je souhaite maintenant, c'était transformer cela pour un mandat parlementaire et un seul, parce que de toute façon je ne ferai qu'un mandat, et donc l'idée c'était de porter mes compétences pour défendre les projets du territoire. Parce que cette circonscription, elle est très diverse et il me semblait important de bien la connaître, que les gens nous connaissent pour qu'on puisse porter les projets du territoire. Est-ce que quand même, les gens ont dit qu'il y avait un arrangement avec Olivier Carré, je vous arrête. Oui, je sais. Mais c'est vrai, mais attendez. C'est pas depuis faux. Depuis 2014, j'avais écrit à Serge Grouard, pas Olivier Carré, que j'arrêterais quoi qu'il arrive mes fonctions au 1er juillet 2017. Donc on ne dise pas que c'était pas avec Olivier Carré. Non, mais... Je ne savais pas que Serge Grouard allait arrêter. Donc il n'y a rien à voir. Ce qu'on entend dans la rue, parce que ça fait un petit peu plus de 2 mois que je suis dans la rue pour rencontrer les gens, et un peu plus d'années que je m'occupe des gens en étant médecin. Ça, c'est sûr. Oui. Donc je les rencontre moi aussi, je les connais, oui, mais ça draine énormément de monde, vous savez, et notamment sur la circonscription. Et je crois que ce que nous disent les gens, c'est que ces arrangements sont un des éléments qui participent au fait qu'ils ne veulent plus de politique politicienne. Mais c'est pas de la politique politicienne. Quand on travaille pour les gens au quotidien, quand on fait ce que j'ai fait pour transformer la ville, et chacun reconnaît que la ville, l'agglomération a été transformée, c'est pas des petits arrangements, c'est qu'on a travaillé des douzaines d'heures, pas par jour, des 12 heures par jour, pas des douzaines heureusement, mais enfin, on a essayé de faire le mieux possible et je crois que nous voulions transformer l'essai au niveau national. Christian Bidot. Oui, Stéphane Rist, vous êtes médecin, on vient de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous parler de... qu'est-ce qui va changer avec Emmanuel Macron en matière médicale? On sait qu'ici, dans le Loiret et dans la région centre en général, on subit un désert médical. Comment on peut remédier à ça? Cher Léry, je vous poserai la même question. Je ne répondrai pas à cette question-là, mais je répondrai à une autre. D'accord. Sur cette question, il y a 2 axes de discussion. Il y a l'axe à moyen terme avec l'augmentation du numerus clausus, mais ce n'est pas du tout un sujet clivant. Expliquez le numerus clausus en 2 mots. Le numerus clausus, c'est le nombre d'étudiants qui rentrent en première année de médecine et donc qui vont devenir médecins. Donc il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais ce qui est intéressant dans le programme d'Emmanuel Macron, et c'est le seul qui a mis cette idée, c'est de territorialiser ce numerus clausus. Pas seul, pas du tout.
sur la territorialisation, en tout cas, je ne l'ai pas lu dans les autres programmes. Oui, et ça, c'est pas pour tout de suite, c'est au moins 10 ans, puisqu'il faut le temps de former ces étudiants. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être mis en place dans les 5 ans à venir? C'est à moyen terme, mais même avant les 5 ans à venir, en donnant de l'autonomie au territoire avec des objectifs, et dans notre territoire, un des objectifs, c'est l'amélioration de l'accès aux soins, on pourra, avec notamment la création et le développement des délégations de tâches, gagner en temps médical. C'est-à-dire, il y a le nombre de médecins, mais il y a aussi le temps que les médecins ont à consacrer aux patients. Et je crois qu'en gagnant cette autonomie de territoire, on pourra se mettre autour de la table l'ensemble des professionnels de santé et améliorer cette délégation de tâches. Ça veut dire, par exemple, qu'un étudiant qui fait ses études à Tours, puisque Orléans ça n'existe pas, il sera obligé de donner... Si, il y a des étudiants déjà au centre hospitalier, mais il faut continuer à augmenter ce nombre et à augmenter les collaborations qui sont déjà en cours avec l'hôpital de Tours. Ça, c'était un combat d'ailleurs de mais si vous voulez bien, je ne veux pas répondre uniquement. J'ai déjà débattu plusieurs fois avec Madame Rist, où on m'interroge uniquement sur la question de santé, alors qu'elle est médecin, et je voudrais éventuellement parler d'autres thématiques, si vous le voulez bien. Oui. Alors, quelle est votre priorité? Alors, moi, je ne vais pas répondre carrément aux priorités. Je vais répondre par rapport à mon positionnement, par rapport à un gouvernement qui, de toute façon, aura une majorité. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit une majorité écrasante. Il y a des points que je soutiendrai, quel que soit le gouvernement qui les propose. Vous serez dans le groupe des constructifs. C'est que, absolument, tout à fait. Premier élément, tout ce qui concerne la libération du travail et l'entreprise, je les voterai. L'éducation, l'apprentissage auquel je tiens tout particulièrement, et les questions d'une Europe plus forte, plus resserrée et plus protectrice, tout ça je le vote. Il y a des questions sur lesquelles je serai extrêmement vigilant. C'est toutes les questions concernant l'autorité de l'État. Et si bien sûr, dès qu'il y a du terrorisme, on est tous d'accord derrière le gouvernement. En revanche, sur les questions d'une justice, je ne veux pas qu'on continue la justice laxiste de Madame Taubira. C'est pas ce que propose le président Macron. Ce que je voudrais, c'est qu'en même temps, sur les questions d'immigration, dans le programme de 32 pages qui est sur Internet, il n'y a pas le mot d'immigration même. Et je pense que zapper cette question revient à faire le jeu des extrêmes. Et enfin, il y a des troisièmes points sur lesquels j'ai mes valeurs, et je défendrai toujours les valeurs de la droite et du centre, sur lesquels je m'oppose. C'est que je veux une véritable politique de la famille, parce que c'est important de conserver cette démographie. Deuxième élément, je voudrais effectivement, je suis contre l'augmentation de la CSG qui va pénaliser les retraités. On n'est pas riche à 1 200 €, et de toute façon, ils ont aussi des économies. Troisièmement, je m'oppose à la suppression non financée de la taxe d'habitation qui va étrangler les services donnés aux concitoyens. Et enfin, elle n'est pas financée, il manque 30 milliards. Et quatrième point, je trouve qu'un service national d'1 mois, ça coûte très cher, c'est 3 milliards d'euros par an, plus 15 milliards d'investissements initiaux, et que ça sert absolument à rien, et c'est contraire aux missions qu'on donne à notre armée. Si on pourrait revenir à l'actualité, la loi sur la moralisation de la politique, le fait de ne pas employer quelqu'un de sa famille, vous êtes pour, vous êtes contre, tous les deux? Stéphanie Rist. Je pense qu'on peut que être pour. Je suis bien sûr pour la loi de moralisation de la vie publique. Elle fait partie des demandes de la société en entière. Il faut aller loin dans cette loi, à mon sens. Les propositions, pour l'instant, présentées vont dans le bon sens. Je crois qu'il faut continuer vers une transparence pour redonner confiance. Je vous l'ai dit, un taux d'abstention à 50% ne me satisfait pas. Vous ne pensez pas, cher Eric Lemoine, vous avez perdu là-dessus, pas vous. Comment? Votre camp a perdu là-dessus. Mais attendez, on a vu je constate que M. Ferrand a la même chose et qu'il ne se passe pas grand-chose, il reste ministre. Je constate que le ministre de la Justice est également à une enquête en cours avec Mme Sarnez, et je constate qu'il y a beaucoup de candidats En Marche qui ont des relations avec quelque lobbying que ce soit, et ça me gêne. De qui vous voulez parler? Je parle de tout le monde, je parle en général. Oui, c'est là le problème. Vous faites d'un cas un cas particulier, un cas général. Et je ne crois pas qu'il faille faire ça, parce que les Français, les gens qui votent pour nous, veulent des propos clairs et voter avec un choix clair. Et moi, je respecte ça, c'est mon engagement d'être clair, d'expliquer pourquoi les augmentations de CSG, qui correspondent, je vous le rappelle, pour quelqu'un retraité, pour un retraité. La CSG, c'est un impôt qui a une base large. Oui. Donc, effectivement, pour les salariés aussi, mais pour un retraité qui a une pension de 1 500 € par mois, cela correspond à une augmentation de 25 € par mois. Oui, c'est ça. 25 € par mois, oui, mais en regard de ça, vous mettez la disparition de la taxe d'habitation, la prise en charge des lunettes, soins dentaires, appareils auditifs, et l'ensemble du programme qui permet l'amélioration du vieillissement avec une prise en charge améliorée dans les établissements de vieillissement.
Eh bien, un mot de conclusion chacun, puisque cette émission arrive à sa fin. En tant que député, ce serait quoi idéalement le premier dossier sur lequel vous voudriez travailler, Charles-Éric Leménian? Quelle commission, par exemple? A priori, la commission des finances, parce que c'est effectivement c'est le domaine que je connais le mieux. C'est un domaine qui englobe toutes les missions du parlementaire. Le parlementaire, il vote la loi, il contrôle le gouvernement, et ça c'est fondamental. Il faut avoir une expérience, et puis qui porte les projets du territoire. Stéphanie Rist. Le premier dossier, je l'ai dit, je me suis engagée notamment pour améliorer l'accès aux soins de ce territoire. On est dans une véritable crise sanitaire à mon Absolument. sens, et je continuerai cet engagement comme premier dossier, mais il est très lié à l'attractivité du territoire et il faudra emmener les dossiers d'amélioration de cette attractivité. Merci beaucoup Stéphanie Rist et Charles-Éric Leménian, donc je le rappelle, candidat dans la première circonscription du Loiret. Merci beaucoup Christian Bidot. Merci.